Reproduction de la plante entre vie fixée et mobilité. Nous changeons de chapitre. Terminal spécialité SVT. Nous allons voir aujourd'hui la reproduction asexuée, une stratégie pour occuper l'espace. Alors, on parle des plantes évidemment. Les plantes ont deux modalités de reproduction. Reproduction sexuée et reproduction asexuée. La reproduction asexuée repose sur la totipotence des cellules végétales et les capacités de croissance indéfinies des plantes à partir de presque n'importe quelle partie du végétal, que ce soit les tiges, les racines ou les feuilles. Nous allons essayer de mettre en œuvre un protocole de reproduction asexuée, c'est-à-dire bouturage, marcottage. Nous allons étudier la régénération, enfin comment on peut régénérer de petits fragments tissulaires en laboratoire pour obtenir des plantes qui auront toutes le même programme génétique, autrement dit, on parle là de clones. Alors, notre objectif, en fait, trois objectifs. Premier objectif, définir ce qu'est la reproduction asexuée qui, à partir d'un parent unique, aboutit à la formation d'une descendance composée de plantes identiques entre elles. Donc ce sera un clonage. Deuxième objectif de ce cours, ce sera présenter les organes, les structures des plantes impliquées dans la reproduction asexuée. Et troisième objectif sera celui de fournir un protocole simple de clonage végétatif, reproductible, alors chez vous ou en laboratoire, à condition d'avoir du matériel, évidemment. Mais ça peut être amusant de le faire chez vous, si vous procurez les produits chimiques qu'il faut. Alors essayons tout d'abord de dégager une problématique. Alors on s'en doute, la problématique... c'est quoi la reproduction asexuée? Ça tourne autour de là. Est-ce que la reproduction asexuée est plus intéressante que la reproduction sexuée, ou etc. Il y a plein d'objectifs possibles, mais aujourd'hui, nous allons essayer de définir les organes des plantes qui vont permettre de cloner ces plantes. Une plante qui s'installe dans un environnement qui lui est favorable peut le coloniser très rapidement, et cet espace disponible peut être colonisé donc par reproduction asexuée. Toute la descendance résultant de cette reproduction asexuée est alors identique à la plante parente, à la plante mère, et forme ce que l'on appelle un clone. Alors Aldous Huxley avait fait un livre sur les clones humains. Si vous voulez le regarder, le lire, allez-y. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que la reproduction asexuée est possible chez l'homme, à votre avis? Il faut y réfléchir. Donc, quels organes des plantes permettent un tel clonage de plantes qui vont permettre de coloniser un environnement, par exemple, et pourquoi ces plantes sont toutes identiques? Nous allons voir premier temps des organes dédiés à la reproduction asexuée. Donc là on parlera de stolons, de bulbes, de rhizomes, de tiges, de feuilles, etc. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et deuxième étape, deuxième partie du cours, ce sera une expérience de clonage in vitro. In vivo, c'est dans le corps, au sein même de la plante, mais in vitro, c'est en tube à essai. Autrement dit, en laboratoire. Alors, on a dit donc que des organes sont dédiés à la reproduction asexuée. La reproduction asexuée, ou clonage, on peut dire les deux, est commune chez les plantes.
De nombreuses espèces pratiquent les deux modes de reproduction, que ce soit asexué ou sexué. Lors de la reproduction asexuée, différents organes, par exemple tiges, racines et feuilles, vont pouvoir former de nouveaux individus autonomes qui vont se développer à proximité de la plante mère. Certains de ces organes vont permettre aussi à la plante de résister à des conditions défavorables, par exemple la sécheresse, le froid, et ceci grâce aux matières organiques qu'ils vont contenir. Alors essayons de voir quels organes sont dédiés à la reproduction sexuée. Les stolons, tout d'abord. Alors c'est quoi un stolon? Bien, si vous voyez des fraises, des fois vous voyez des espèces de tiges qui vont s'implanter un petit peu plus loin. Ce ne sont pas des tiges, ce sont des stolons. Alors, si ce sont des tiges, on va dire que ce sont des tiges. Donc les stolons sont des tiges qui vont se développer à la surface du sol. Tous les nœuds peuvent produire des plantes entières, avec feuilles, racines, puis fleurs. Les drageons sont des stolons souterrains développés par des racines. C'est le cas du framboisier, du lilas, du noisetier, etc. Ils permettent aussi la formation de nouvelles plantes. Donc stolons et drageons. Stolons, tiges qui se développent à la surface. Drageons, ce sont des stolons souterrains. Ensuite, les rhizomes. Rhizomes et tubercules sont des organes souterrains gorgés de réserves. Les rhizomes, c'est le cas chez l'iris, et certains tubercules, c'est le cas des pommes de terre, sont des tiges. Et oui. Donc rhizomes et tubercules sont des organes souterrains gorgés de réserves. Les rhizomes chez l'iris et certains tubercules chez la pomme de terre sont des tiges et d'autres tubercules sont des racines. C'est le cas de la carotte et du dahlia. Donc la pomme de terre, c'est quoi alors? Tige, racine, c'est quoi? Je répète, rhizomes et tubercules. Les rhizomes d'une part, les tubercules d'autre part, sont des organes souterrains. Tout à l'heure, on avait parlé de drageons, qui sont des stolons souterrains. Là, c'est un peu le même principe, ça va pousser dans la terre. Donc les rhizomes et les tubercules, ce sont deux types d'organes souterrains qui, en plus de pouvoir redonner des plantes, vont être gorgés de réserves. On a pris le cas du rhizome d'iris, on a pris le cas du tubercule de pomme de terre. Eh bien, dans ces deux cas, ce sont des tiges. Quand vous dites, vous regardez une pomme de terre, c'est une tige, c'est un peu bizarre. D'autres tubercules sont des racines. C'est le cas de la carotte et du dahlia. Donc carotte, c'est une racine, pomme de terre, c'est une tige. Vous ne saviez pas tout ça. Eh bien maintenant, vous le savez. Alors regardez bien sûr sur Internet des photos de ce que je vous dis, stolon, drageon, rhizome, tubercule. Donc voilà. Ensuite, les bulbes. Ce sont des organes généralement souterrains, formés d'une tige très courte, que l'on appelle le plateau, sur laquelle se développent des racines, des bourgeons et des feuilles. C'est le cas de l'ail. Donc dans le cas de l'ail, eh bien, des bourgeons axillaires se gorgent de réserves et forment des bulbilles, ce que l'on appelle les gousses d'ail. Et l'ensemble est protégé par des écailles qui sont des feuilles sèches. Et chaque bulbille peut redonner une plante entière. Donc si vous regardez une coupe longitudinale d'un bulbe d'ail, Allium sativum pour les savants, vous pouvez voir l'écaille, les bulbilles
le reste de la tige de l'année précédente, le germe qui sera la future plantule. Vous pouvez repérer le plateau et les petites racines qui partent du plateau. Donc on a vu les stolons, les drageons, les rhizomes, les tubercules, les bulbes. Voyons maintenant les tiges ou les feuilles de certaines espèces peuvent former de nouvelles plantes. C'est le cas de l'élodée du Canada. Par exemple, c'est une plante invasive qui s'est développée dans les cours d'eau de France sans reproduction sexuée, par simple fragmentation de ses tiges. Donc c'est une plante envahissante. Donc voilà. Donc si on résume concernant ces organes dédiés à la reproduction asexuée, tout à l'heure on avait posé comme problématique quels organes des plantes permettent un tel clonage. Eh bien, nous avons vu qu'il y avait les stolons, les drageons, qui sont des stolons mais qui poussent dans la terre, enfin qui vont dans la terre, hein, qui cheminent dans la terre, entre guillemets, alors que les stolons sont des tiges qui se développent à la surface du sol. Donc stolons peuvent porter le nom de stolons, ils restent en surface, ils forment des racines, puis le fraisier par exemple, et puis les drageons sont des stolons aussi, mais sous terre. Ensuite on a vu les rhizomes, les tubercules, les bulbes, les tiges ou les feuilles. Donc voilà pour ce document numéro 1. Alors précisons quelques petits points encore. C'est que on a présenté des exemples de stolons, drageons, rhizomes, tubercules, bulbes et organes dédiés, donc sont des organes dédiés à la reproduction asexuée. Certains sont également des organes de réserve souterrains qui permettent à la plante de résister aux conditions défavorables. Pour certaines plantes invasives, comme l'élodée du Canada ou la Jussie, J-U-2-S-I-E, une simple fragmentation de leurs tiges leur permet de reformer des plantes entières. Le clonage permet ainsi aux végétaux, bien adaptés à un environnement stable, de le coloniser rapidement. Les techniques de bouturage et de marcottage utilisées par les horticulteurs existent et pour cloner des plantes intéressantes. Voyons maintenant le deuxième document. C'est une expérience de clonage in vitro. Alors je vous décris l'expérience. Je pense que ça peut être intéressant. Bon, si vous le faites avec votre enseignant, c'est super. Vous aurez au moins quelques points d'appui pour déjà savoir comment faire. Ça peut être intéressant d'apprendre à votre professeur comment faire. Donc voyons une expérience de clonage in vitro. Alors il en existe plusieurs évidemment. Là je vous en propose une. La reproduction. La reproduction asexuée des plantes repose sur leur capacité de croissance indéfinie. Au niveau de quoi, à votre avis? Eh bien, au niveau des méristèmes. Et sur la totipotence de certaines cellules différenciées capables de régénérer une plante entière. Mais il faut pour cela qu'elles subissent un rajeunissement cellulaire, c'est-à-dire que des cellules vont se dédifférencier et retrouver les caractéristiques des cellules méristématiques aptes à la mitose. Donc vous voyez que croissance indéfinie au niveau des méristèmes où les mitoses sont indéfinies, d'où le terme de c'est indéfini. Voilà, c'est tout, ça se fait toujours, les mitoses se font toujours, donc la plante pousse toujours. Mais également, deuxième propriété, les plantes, c'est leur capacité de ce que l'on appelle la totipotence, c'est-à-dire redonner une cellule telle qu'elle était avant que la plante se forme. Donc, c'est-à-dire que cette totipotence permet aux cellules de redevenir des cellules méristématiques.
autrement dit, de subir, donc ils sont aptes à la mitose éternelle. Elles peuvent alors exprimer l'ensemble des potentialités de leur génome. Les divisions conduiront à la formation de méristèmes à l'origine des tiges feuillées et des racines. Alors, je vais répéter ce que je viens de dire parce que c'est important à bien comprendre en fait. Parce qu'on peut se dire, sur quoi est-ce que l'on base les expériences de clonage in vitro? Eh bien, on les base sur la croissance indéfinie et la totipotence. La totipotence, par dédifférenciation des cellules, redonne une croissance indéfinie, c'est-à-dire des mitoses à l'infini. Et donc une plante qui va vivre à l'infini. Donc, je répète, c'est important à comprendre que la reproduction sexuée des plantes repose sur leur capacité de quoi? De croissance indéfinie, autrement dit de mitose indéfinie. Infinie, on va dire. Au niveau de leur méristème. Donc, la reproduction asexuée des plantes repose sur leur capacité de croissance indéfinie au niveau de leur méristème, que l'on a déjà vu dans un autre cours. Et sur la totipotence. Donc la reproduction asexuée des plantes repose également sur la totipotence. Totipotence de certaines cellules différenciées, qui sont déjà différenciées au niveau de la plante. Si vous prenez la tige, les racines, les fleurs, ce n'est pas les mêmes fonctions. Donc elles sont différenciées et donc elles sont capables, grâce à cette propriété de totipotence, de régénérer une plante entière. Et oui. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un rajeunissement cellulaire, c'est-à-dire que des cellules vont se dédifférencier. Elles sont différenciées, mais elles vont se dédifférencier pour retrouver les caractéristiques des cellules méristématiques qui vont être aptes à la mitose. Autrement dit, les cellules qui étaient spécialisées vont se dédifférencier pour devenir des cellules méristématiques non différenciées. Vous avez du mal à comprendre. Elles peuvent alors exprimer l'ensemble des potentialités de leur génome. Oui, génome. Et leurs divisions vont conduire à la formation de méristèmes à l'origine de tiges feuillées et de racines, entre autres. Alors, venons-en maintenant à votre activité pratique. Vous allez utiliser par exemple des fleurs et des graines de lin. Alors pas les fleurs, mais les graines surtout. Pourquoi pas les fleurs? Alors ce que vous allez faire, dans une boîte de pétri, vous allez mettre à germer des graines de lin. Mais pas n'importe comment. Il faut qu'elles soient préalablement stérilisées en surface. Et vous mettez donc à germer ces graines de lin, alors qu'ils sont stérilisés, sur un milieu gélosé numéro 1, qui va contenir des sels minéraux, des vitamines et des sucres, entre autres le saccharose. Donc ce sera notre milieu de référence. Vous verrez qu'ensuite on aura un milieu numéro 2, puis un milieu numéro 3 qui vont contenir des hormones. Donc 2 hormones différentes. On verra ça tout à l'heure. Et puis alors, vous placez la boîte de pétri à une température de 25 degrés Celsius avec un éclairement de 16 heures par jour durant 7 jours. Je vois d'ici que vous êtes en train de vous demander comment vous allez faire. Il vous faut une boîte de pétri. Vous mettez des graines dedans. Après les avoir stérilisées en surface, je vous dirai comment tout à l'heure. Vous les mettez, alors dans cette boîte de pétri, vous mettez le milieu numéro 1 qui contient des sels minéraux, des vitamines et des sucres. Et vous mettez ça à 25 degrés. Et puis il faut qu'il y ait 16 heures de jour. Pendant 7 jours. Amusez-vous. Réfléchissez. Pas dans le four où vous faites les gâteaux en tout cas. Alors, après 7 jours, les jeunes plantes comportent des racines, une tige que l'on nomme hypocotyle.
et 2 cotylédons. Dans un environnement stérile, vous allez découper des segments d'hypocotyle d'1 cm de long. Et vous allez placer les segments dans le milieu numéro 1, qui est le témoin, et dans les milieux numéro 2 et numéro 3 qui contiennent des hormones que l'on appelle des phytohormones. Le milieu numéro 2, c'est le milieu numéro 1, c'est-à-dire la composition du milieu numéro 1 que l'on a vu tout à l'heure, plus vous rajoutez de l'auxine, qui s'appelle ANA, A-N-A, c'est l'acide naphtyl acétique. Je ne sais pas comment vous allez vous en procurer. Dans les grandes dans les endroits où ils vendent des fleurs, sans doute. Dans le milieu numéro 3, vous avez le milieu numéro 1 plus des cytokinines, c'est-à-dire BAP, BAP, qui est benzylaminopurine. Donc voilà. Et après, vous allez regarder les résultats des cultures d'hypocotyle. En milieu numéro 1, il y a développement de rares bourgeons et de racines. En milieu numéro 2 et milieu numéro 3, alors milieu numéro 2, donc il y a de nombreuses racines. Donc là, on avait mis de l'auxine. Donc ça veut dire, vous pensez que l'auxine favorise la poussée des racines. Et dans le milieu numéro 3, il y a de nombreux bourgeons. Donc, on déduit que les cytokinines vont favoriser la formation des bourgeons. Alors, si vous regardez une coupe d'hypocotyle du milieu numéro 3, donc qui contenait le milieu numéro 1 avec en plus de la cytokinine, c'est une hormone, eh bien, si vous regardez une coupe d'hypocotyle du milieu numéro 3 en microscopie optique simple, vous voyez qu'il y a des cellules du parenchyme de l'hypocotyle qui sont dédifférenciées sous l'influence des cytokinines et qui forment donc un méristème à division indéfinie, infinie quoi. Donc là, vous imaginez bien que à partir de ces cellules du parenchyme de l'hypocotyle qui ont la capacité de faire des mitoses, eh bien, ça veut dire que vous avez une plante qui va apparaître. Alors, essayons de préciser un petit peu plus. Donc, dans ce document numéro 2, qui était un protocole de culture in vitro de fragments d'hypocotyle, c'est-à-dire de tiges jeunes, que l'on appelle juvéniles, tiges de lin. Il permet, ce protocole, d'obtenir des résultats en 3 semaines. Donc si vous faites ça avec votre enseignant, pas de problème. Si vous faites ça, donc il va tout prévoir, mais si c'est vous qui le faites, eh bien, il va vous falloir attendre 3 semaines à condition que les choses soient faites intelligemment. Donc 3 semaines. L'objectif sera et est de montrer les propriétés de totipotence, vous vous souvenez ce que c'est, je ne répète pas, des cellules végétales et les rôles de 2 phytohormones qui sont des régulateurs de croissance, et ce sont donc l'auxine et la cytokinine, donc qui sont des régulateurs de croissance sur la régénération de fragments tissulaires. Vous vous souvenez, auxine c'est plutôt formation accélérateur de croissance des racines, et cytokinine, formation des bourgeons, avec totipotence, des différenciations de cellules qui vont donc ne plus être spécialisées dans un domaine, mais qui vont redonner des méristèmes qui sont capables de division pour redonner des petites plantes. Alors toutes les manipulations doivent se faire évidemment en conditions de stérilité, c'est-à-dire les milieux, les instruments, le plan de lavage, lavage soigneux des mains, etc. Et le port d'un masque et de lunettes, parce qu'évidemment,
comme vous mettez les choses dans les boîtes de pétri, si vous contaminez avec des bactéries, avec des moisissures, etc., votre milieu, il va faire en sorte que vos plantes ne vont pas pousser. Alors les graines de lin doivent être stérilisées en surface. C'est-à-dire que vous les mettez 2 minutes dans l'alcool à 70 degrés, puis 20 minutes dans de l'eau de javel diluée, donc sous forme de chlore actif à 2,4%. Donc c'est pas très concentré. Il faut agir régulièrement et procéder ensuite à 3 rinçages de 5 minutes dans de l'eau distillée stérile, puis vous séchez les graines en les déposant sur du papier filtre stérile. Et mettre une quinzaine de graines à germer par boîte de pétri sur un milieu de base, appelé milieu 1. Il contient des sels minéraux, des vitamines et du saccharose. Et les boîtes sont ensuite scellées à l'aide de films alimentaires et placées dans une enceinte de culture, température 25 degrés Celsius et 16 heures d'éclairement par jour. Au bout d'une semaine, vous allez prélever des fragments d'hypocotyle de 1 cm. Alors, on a déjà parlé, mais là, je précise un petit peu plus. Vous avez 7 à 10 explants par boîte de pétri et vous les disposez à la surface des milieux 2 et 3, qui contiennent, en plus du milieu 1, respectivement de l'auxine et de la cytokinine. Alors, les résultats, on l'a vu, sont différents selon le milieu. L'ajout d'auxine provoque la formation de racines qui sont observées après 14 jours, tandis que la présence de cytokinine permet la dédifférenciation de cellules du parenchyme assimilateur. Celles-ci commencent à se diviser et sont à l'origine de la formation de méristèmes collinaires, que l'on a déjà étudié dans d'autres cours. Donc je ne répète pas ce que c'est. Ces derniers sont à l'origine de petits bourgeons qui sont observés après 14 jours. Et ces bourgeons peuvent poursuivre leur développement, s'allonger et être séparés de l'explant initial. S'ils sont repiqués dans un tube de culture, par exemple un milieu 1, ils pourront s'enraciner et former une nouvelle plante. Cette expérience met en évidence la capacité de certaines cellules différenciées de l'hypocotyle de se dédifférencier et d'entrer dans un processus de morphogénèse pouvant conduire à la régénération d'une plante entière. Ces plantes sont donc des clones. Alors, faisons un petit bilan de toutes ces activités que nous avons faites ou vues ensemble. Premièrement, tous les organes cités qui permettent la reproduction asexuée, permettant la reproduction asexuée, donc les tiges, les racines. Alors, j'ai envie d'être choumé, et il faut se pincer pour ne pas être choumé. Alors, je répète, tous les organes cités permettant la reproduction asexuée, c'est-à-dire tiges, racines, feuilles, présentent des méristèmes collinaires et racinaires, ou bien sont capables de régénérer de tels méristèmes par dédifférenciation de certaines de leurs cellules. Ces méristèmes sont des structures capables de mitose active, permettant de générer de nouvelles plantes qui, si elles sont séparées de la plante mère, permettent sa multiplication dans un environnement proche. Certains de ces organes contiennent des structures de protection, c'est le cas des écailles des bulbes. Donc, structures de protection pour résister aux conditions défavorables et contiennent également des réserves organiques, quelquefois, qui seront utilisées lors du développement de nouveaux individus. Ensuite, deuxième point, nous avons vu que le milieu 1 est un milieu gélosé solide
qui contient de l'eau, des sels minéraux et des vitamines nécessaires à la germination des graines. Il sert ensuite de témoin de comparaison avec les cultures dans les milieux 2 et 3. Les résultats montrent que dans ces conditions, les auxines sont des hormones favorisant la rhizogénèse, donc la formation des racines, alors que les cytokinines favorisent la collogénèse, C-A-U-L-O genèse, c'est-à-dire la formation des bourgeons. Cette expérience montre que la morphogénèse végétale est contrôlée par les phytohormones et leur concentration, évidemment. Donc ça dépend de leur concentration. Et troisième et dernier point important, les principales techniques utilisées en jardinage et en horticulture pour la reproduction asexuée des plantes sont le bouturage, c'est-à-dire que des segments de tiges ou des feuilles sont isolés de la plante mère et mis en culture, le marcottage, c'est-à-dire qu'alors on favorise la formation de racines sur des segments de tiges avant de les isoler de la plante mère. Le greffage, c'est-à-dire qu'un segment de tige, le greffon, est associé à une plante enracinée que l'on appelle le porte-greffe. La séparation de souches et d'organes spécialisés dans la reproduction asexuée, c'est-à-dire bulbes, tubercules, rhizomes, stolons, drageons. Voilà. Donc voilà, nous avons globalement répondu au problème. Nous avons vu que il y avait une reproduction asexuée qui était une stratégie pour occuper l'espace. On s'est posé la question, quels organes des plantes permettent un tel clonage? On y a répondu. Et on a même fait une expérience de clonage in vitro. Et dans ce nouveau chapitre concernant la reproduction de la plante entre vie fixée et mobilité, nous avons vu aujourd'hui que la reproduction asexuée est possible et que c'était une stratégie pour occuper l'espace. Donc reproduction asexuée, reproduction sexuée. Sexuée, par exemple, pour occuper l'espace, ça peut être des graines. Donc la plante forme des graines qui vont aller à droite et à gauche. Alors que la reproduction asexuée, c'est plutôt local, mais qui se répand. Donc voilà, le cours est terminé. Merci.